L'équipage du navire postal Royal Picardie monte à bord du trimaran, dérivant sans but au milieu de l'océan Atlantique. Tout ce qu'ils trouvent à bord, ce sont 2 journaux de bord contenant des notes énigmatiques qui brisent l'illusion de Donald Crowhurst. En mars 1968, Donald Crowhurst lit un article dans le Sunday Times annonçant un défi, faire le tour du monde en solitaire et sans escale. La course est inspirée des aventures en solitaire de Sir Francis Chichester en 1967, qui a fait le tour du monde en solitaire avec une seule escale sur une période de 226 jours. Le Sunday Times demande à Francis Chichester de faire partie du jury pour la course qu'il parraine. La course du Golden Globe sera la première course de yacht en solitaire et sans escale autour du monde, avec un prix de 5000 livres pour le tour du monde le plus rapide et la gloire d'être le premier à accomplir ce voyage sans s'arrêter. Les marins doivent effectuer une boucle complète autour du globe en partant d'un point des îles britanniques et en revenant au même endroit, sans s'arrêter dans aucun port ni recevoir d'assistance. Ils doivent donc compter sur leurs propres compétences, l'équipement à bord, leur capacité à réparer tout ce qui casse et à reconstituer leurs réserves de nourriture ou d'eau en capturant ou en produisant ce qu'ils peuvent en chemin. Les marins traverseront des latitudes et des océans réputés pour leurs conditions difficiles, avec de longues périodes d'isolement. La course comporte certaines règles. Les marins doivent partir entre le 1er juin et le 31 octobre 1968, ce qui leur laisse au maximum 7 mois pour se préparer. Mais ils peuvent choisir leur moment de départ durant cette période, selon leur planning et la météo favorable. Le temps le plus rapide, sans escale ni assistance extérieure, remporte la récompense en argent, et le premier à franchir la ligne d'arrivée remporte le trophée Golden Globe. N'importe qui peut participer sans qualification ou expérience particulière. Donald Crowhurst est né en 1932 de parents britanniques, Charles et Evelyn Crowhurst, alors qu'ils vivaient en Inde. Sa mère désirait ardemment une fille, et elle l'a habillée comme une fille jusqu'à l'âge de 7 ans. Adolescent, sa famille est retournée en Angleterre, laissant les économies de retraite de ses parents investies dans une usine d'articles de sport en Inde, qui a ensuite été détruite par un incendie lors d'une émeute. Les années formatrices de Donald ont été marquées par l'embarras et des difficultés financières pour lui et ses parents. Sa mère, Evelyn, a lutté contre ses propres démons et a même tenté de se suicider. En 1948, à l'âge de 16 ans, le père de Donald, Charles, est décédé et, comme il n'avait qu'un pas d'argent, il a été forcé d'abandonner l'école. Il a commencé un apprentissage à l'établissement royal d'aéronautique, une organisation britannique de recherche et développement où il a développé un intérêt pour l'invention. Au milieu des années 1950, il a rejoint le corps royal des ingénieurs électriciens et mécaniciens de l'armée britannique, où il entretenait et réparait leur équipement. Mais il s'est aussi attiré des ennuis et a fini par quitter l'armée. En 1957, il a épousé sa petite amie de longue date, Claire O'Leary. En 1962, il a fondé une entreprise appelée Electron Utilization, où il a combiné ses intérêts et ses compétences en électronique et en navigation maritime. L'entreprise était spécialisée dans l'électronique marine, avec l'invention de Crowhurst lui-même, le Navigator comme produit phare. Le Navigator était un radiogoniomètre portatif conçu pour aider les marins à naviguer en prenant des relèvements sur des balises radio-maritimes et aéronautiques. Vous pointez le Navigator dans la direction d'une balise radio et prenez un relèvement au compas lorsque la force du signal est à son maximum. Vous tracez ensuite une ligne sur votre carte en utilisant ce relèvement au compas, en partant de la balise radio, qui a une position fixe sur votre carte. Lorsque vous prenez 2 relèvements ou plus à partir de différents objets permanents, vous pouvez déterminer votre position. Un équipement vraiment utile à une époque où le Global Positioning System n'existait pas. Le produit montrait du potentiel, ce qui a attiré une offre d'investissement de 8500 livres de la part de Pi Radio, une entreprise britannique d'électronique et principal fabricant de radios et téléviseurs grand public. Mais Pi Radio s'est retiré de l'investissement, ce qui a entraîné des difficultés financières pour Electron Utilization. Le Navigator n'a pas décollé et Crowhurst s'est résolu à le promouvoir lors de salons nautiques locaux. Lorsque Crowhurst lit l'article sur la course dans le Sunday Times, il y voit une occasion en or. Son entreprise est en difficulté et la récompense de 5000 livres sterling est une perspective attrayante. Mais ce n'est pas seulement un coup de pouce financier, c'est aussi un chemin vers la célébrité et l'attention qui pourrait redresser son entreprise en difficulté.
Crowhurst est un marin novice, mais il croit que ses compétences en ingénierie et son navigateur lui donnent un avantage technique dans la course. Il commence à élaborer une stratégie et, en tant qu'outsider, il doit être plus malin que les marins plus expérimentés. Peut-être que Donald Crowhurst sent qu'il a quelque chose à prouver, mais gagner cette course demandera plus qu'une simple stratégie gagnante. Il lui faut un bateau plus rapide que ceux de ses concurrents. Lorsqu'il naviguera dans les basses latitudes des 40e rugissants et des 50e hurlants, il n'y aura aucune terre pour calmer le vent et les vagues. Lui et le bateau devront résister aux conditions météorologiques éprouvantes. À travers les océans, il devra combattre ses propres démons pour rester calme et concentré face à l'isolement et au moi physiquement éprouvant pétros en mer. En avril 1968, Crowhurst sollicite Stanley Best, un homme d'affaires local, pour financer son bateau et son équipement. Best accepte de sponsoriser Crowhurst pour la course sous certaines conditions. Si Crowhurst ne prend pas le départ ou abandonne tôt la course, il doit rembourser de l'argent que Crowhurst n'a pas. Pour sécuriser son investissement, Best hypothèque l'entreprise et la maison de Crowhurst, ce qui signifie essentiellement que si Crowhurst abandonne, Best possédera son entreprise et sa maison. Avec le financement assuré, il s'inscrit officiellement à la course, et maintenant il lui faut un bateau. En mai, avec 6 mois pour se préparer, Crowhurst commence à chercher un bateau adapté. Au début, il essaie d'acheter le Gypsy Moth 4, le navire que Sir Francis Chichester a utilisé pour son tour du monde en solitaire. Le Gypsy Moth 4 est un ketch de 16 mètres fabriqué en alliage d'aluminium marin, ce qui le rend durable et résistant aux effets corrosifs de l'eau salée. L'idée d'utiliser le bateau de Chichester semble poétique, mais elle ne se concrétise pas. Le 1er juin, la période officielle de la course s'ouvre. Le premier à prendre la mer est John Ridgway, un marin britannique qui part de l'île d'Inishmore à bord de l'English Rose 4, un sloop de 9 mètres. Après avoir échoué à acheter un bateau rapide et fiable, Crowhurst commande à un chantier naval britannique basé dans l'East Sussex, Cox Marine, de construire un trimaran pour la course. Un trimaran possède une coque centrale qui assure la majeure partie de la flottabilité du bateau et abrite les quartiers d'habitation. 2 coques plus petites entre eux sont fixées tactées de chaque côté de la coque principale par des traverses afin d'assurer la stabilité et l'équilibre, ce qui empêche le trimaran de chavirer ou de se renverser. Dans les années 1960, les trimarans n'étaient pas très courants et pour que Crowhurst commande la construction d'un modèle relativement nouveau avec un délai aussi court, c'est une entreprise ambitieuse. Les trimarans ont une stabilité limitée par gros temps et s'ils chavirent, il est pratiquement impossible de les redresser. Mais ils sont rapides, et Crowhurst espère que les avantages du trimaran l'emporteront sur les risques. C'est un choix stratégique pour Crowhurst qui veut déjouer ses adversaires. Cox Marine suit les spécifications de Crowhurst pour un navire léger et profilé, construit à partir de matériaux comme le contreplaqué marin et la fibre de verre. Le 14 juin, Robin Knox Johnston part de Falmouth, en Angleterre. Il prend la mer à bord de son ketch de 10 mètres, le Suali, qui est lent, mais solide et bien éprouvé. Knox Johnston est un marin expérimenté et officiellement le 3e inscrit dans la course. En juillet, 3 autres concurrents prennent la mer. Le bateau de Crowhurst est encore en construction et il sent le temps lui échapper. Cox Marine installe le mât principal et les câbles de gréement conçus pour équilibrer la configuration à 3 coques tout en gardant le montage et les réglages aussi simples que possible pour un navigateur solitaire. La conception et les matériaux légers privilégient la facilité d'utilisation pour Crowhurst en tant qu'opérateur solitaire, au détriment de la solidité et de la redondance nécessaires pour résister à un stress prolongé dans le temps. D'après ce que j'ai lu, je trouve qu'il y a des similitudes évidentes entre l'approche de Crowhurst et celle de Stockton Rush lors de la catastrophe du Titan. Il me semble qu'ils étaient tous les deux pressés de construire quelque chose d'innovant pour prouver leur place dans le monde. Le 22 août, Bernard Moitessier, un marin français expérimenté, part de Plymouth à bord de son ketch en acier de 12 mètres, Joshua. Il a déjà effectué des voyages longue distance par le passé, ce qui fait de lui l'un des favoris pour gagner la course. À la fin du mois d'août, le navire de Crowhurst est prêt à être mis à l'eau. Il baptise le bateau Tynemouth Electron en clin d'œil à son entreprise Electron Utilization. Pour que le bateau soit prêt d'ici la fin octobre, Crowhurst n'a pas beaucoup de temps pour les essais en mer. Il doit tester la stabilité et l'équilibre du navire sous voile pour évaluer le gréement, se familiariser avec la manœuvre et détecter d'autres problèmes éventuels. Il consacre quelques jours à ces essais et découvre un certain nombre de problèmes.
Le navire s'est maniable par temps calme, et les 3 coques offrent une bonne stabilité. Mais la conception légère rend le bateau plus sensible aux rafales et aux changements soudains de direction du vent. Une équipe de marins pourrait réagir rapidement à ces changements, mais régler et équilibrer les voiles demande une coordination précise, ce qui est difficile pour un navigateur solitaire et encore plus pour un novice comme Crowhurst. Il y a de petites fuites dans la coque, ce qui suggère que le navire n'était pas complètement étanche, peut-être parce que la construction a été précipitée. Le gréement est fonctionnel, mais pas encore testé par vent fort ou mer agitée. Et l'essai en mer dure de quelques jours à quelques semaines. Crowhurst apprend à connaître les faiblesses du bateau et commence à douter de ses propres capacités, et son manque d'expérience de navigation en haute mer pèse lourdement sur lui. Il en parle à sa femme Claire et à son sponsor Stanley Best, mais se sent piégé. Crowhurst a peur de l'humiliation publique qu'il subirait en abandonnant après avoir obtenu un sponsor, et se retirer signifierait qu'il perdrait son entreprise et sa maison. Le 16 septembre, Nigel Tetley part de Plymouth à bord d'un trimaran de 12 mètres nommé Victrice. Alors que de plus en plus de marins s'inscrivent à la course et que la date limite de départ approche, Crowhurst essaye de résoudre la liste de problèmes qu'il a découverts lors des essais en mer. En octobre, le Tynemouth Electron n'est pas tout à fait prêt. Crowhurst est partagé quant à sa capacité à terminer la course, mais avec la ruine financière en jeu, il décide de persévérer. Il espère au moins faire des progrès et terminer la course avec dignité. Le 31 octobre, le dernier jour autorisé par le règlement, Crowhurst quitte Tynemouth dans le Devon. Il fait ses adieux à sa femme Claire et à ses 4 enfants, qui lui souhaitent un bon voyage. Mais son bateau n'est pas prêt. Les provisions pour le voyage ne sont pas encore rangées, et dans sa précipitation, il n'emporte pas tout le matériel et les pièces de rechange dont il a besoin pour le voyage. Lorsque Crowhurst prend la mer, les 3 leaders de la course sont Knox Johnston, Moitessier et Tetley. 9 marins participent à la course, mais je vais me focaliser sur 4 d'entre eux qui illustrent le mieux la situation. Robin Knox Johnston est un marin britannique. Il a parcouru de longues distances à bord de son bateau Suale, donc il sait comment il se comporte et il est à l'aise pour naviguer en solitaire. Au cours des premiers mois, il descend vers le sud dans l'Atlantique, progressant de manière régulière et méthodique malgré une mer agitée. J'ai du mal à trouver une date précise, mais il lui faut environ 4 ou 5 mois pour atteindre le cap de Bonne-Espérance, qui correspond à peu près à la pointe sud de l'Afrique, puis il met le cap à l'est, dans l'océan austral. Le Français Mortessier prévoyait de faire son propre tour du monde avant que le Sunday Times ne le contacte, pour lui demander de partir des îles britanniques et de participer à la course. Je pense que c'est en partie parce qu'il est français et qu'il n'aime probablement pas les Britanniques, mais surtout parce qu'il n'aime pas l'idée de la compétition dans la voile. Ils rejettent leur trophée, mais peu après, ils décident de participer à la course. Il faut environ 3 mois aux Français pour passer le cap de Bonne-Espérance et se diriger vers l'est dans l'océan austral, avançant plus vite que Knox Johnston. Nigel Tetley a servi dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, acquérant une vaste expérience maritime. Après la guerre, il a continué à naviguer par plaisir. Il participe à la course avec un trimaran similaire à Crowhurst, qu'il renforce avec un budget limité. Il atteint le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud en environ 4 mois. Donald Crowhurst est le dernier à partir, et il craint que le bateau ne tienne pas dans les basses latitudes, mais il décide de continuer. En 2 mois, il semble s'être adapté, parcourant des distances incroyables, et établissant même un nouveau record du monde de 243 000 nautiques en 24 heures, et des 30 heures. En seulement 2 mois, vers Noël 1968, il rapporte qu'il est au large du Cap et qu'il s'apprête à entrer dans l'océan austral. Les marins ont des radios à longue portée à bord, ce qui leur permet de communiquer avec le monde extérieur, sauf Moitessier, qui ne voulait pas de cette intrusion. Le signal radio peut atteindre jusqu'à 3000 miles, et à partir de là, le message peut être relayé. Ils peuvent aussi remettre à des navires de passage des paquets de photos et du courrier, mais ils ne peuvent rien accepter d'autres marins. Je dois admettre que je ne sais pas exactement comment fonctionnait la radio à l'époque. Peut-être que quelqu'un peut écrire dans les commentaires pour dire si une station relais pouvait savoir d'où provenait une transmission radio. Ou peut-être, lorsqu'un message est relayé depuis un bateau, quelle station relais à terre le capterait. Le signal serait-il plus fort d'une station radio par rapport à une autre, et donc capable d'isoler d'où provient un signal. En décembre 1968, les concurrents étaient en mer pendant une période allant de 2 à 7 mois. Tetley rapporte les défis liés au maintien de l'équilibre de son trimaran.
Crowhurst navigue sur le même type de bateau, mais Crowhurst commence à progresser beaucoup plus rapidement que prévu. La nouvelle rend la lecture passionnante et les journaux adorent voir la compétition s'intensifier. Même Sir Francis Chichester, qui a parcouru cette route à bord du Gypsy Moth 4, ce qui a inspiré cette course, est surpris par la vitesse du trimaran de Crowhurst. En entrant dans le mois de janvier 1969, les favoris Knox Johnston, Mortessier et Tetley traversent l'océan austral dans les 40e rugissants et les 50e hurlants. Knox Johnston a des problèmes de radio. Mortessier semble tout prendre avec calme, mais le bateau de Tetley encaisse de sérieux coups. Ces basses latitudes sont réputées pour leur vitesse de vent incroyable et des conditions océaniques difficiles. Il n'y a aucune masse terrestre pour atténuer la force du vent lorsqu'il circule autour de l'extrémité inférieure du globe. Les trois marins se frayent un chemin au-delà du Cap Horn, atteignant l'extrémité sud de l'Amérique du Sud en janvier, février et mars respectivement. Ils rapportent des conditions épuisantes, mais leurs mises à jour constantes rassurent les organisateurs sur leur progrès. Avec Crowhurst, ce sont les derniers des 4 marins encore en course. 5 ont abandonné, les conditions étant tout simplement trop brutales pour même atteindre l'océan austral. Les rapports de Crowhurst le placent à portée des leaders, rivalisant avec la vitesse et la performance de Tetley. Ces mises à jour annoncent des vents favorables, avec le Teignmouth Electron fonctionnant à un niveau efficace, et les organisateurs sont stupéfaits par les progrès de Crowhurst. Mais il dit aussi qu'il a des problèmes avec son générateur et qu'il va éteindre sa radio. En février 1969, Knox Johnston mène la course et se dirige vers le nord dans l'Atlantique. Tetley continue de bien se débrouiller, mais il signale ses inquiétudes concernant la tension structurelle sur son navire. En mars, Mortessier, le Français, aurait dû remonter vers le nord en direction de l'Europe. Mais il décide de défier l'autorité et continue de naviguer dans l'océan austral pour faire un tour du monde supplémentaire. Il lance un message à l'aide d'une fronde sur un navire à Cape Town, indiquant qu'il n'est pas intéressé par la course et qu'il continue vers les îles du Pacifique. En avril 1969, Knox Johnston est en tête et s'approche de la ligne d'arrivée. Tetley est déterminé à terminer la course et à obtenir une position respectable. Il suit les progrès de Crowhurst et pense que son concurrent va gagner l'épreuve contre la montre. Ensuite, Crowhurst rétablit le contact radio et annonce qu'il a doublé le Cap Horn et qu'il remonte vers le nord à travers l'Atlantique, rattrapant les autres. La course se joue entre 3 marins britanniques. Le 22 avril 1969, Knox Johnston termine la course, arrive à Felmut et remporte le trophée du premier à franchir la ligne. Après 312 jours en mer, il est le premier marin solitaire à faire le tour du monde sans escale. Tout au long du mois de mai, Tetley et Crowhurst s'efforcent de terminer la course. Alors qu'il approche des Açores, Tetley pousse Victorious à fond pour essayer de distancer Crowhurst. Mais en poussant son bateau aussi fort après les coups qu'il a subis dans l'océan austral le 30 mai, le bateau de Tetley chavire et il est éliminé de la course. Crowhurst est le seul concurrent restant à terminer la course et il se rapproche rapidement de la ligne d'arrivée. Le 29 juin, Crowhurst annonce qu'il arrivera en Angleterre dans quelques jours. L'histoire du marin outsider accomplissant un tour du monde en solitaire et sans escale fait sensation dans le monde entier. Mais les jours passent et il n'y a aucune nouvelle de Crowhurst. Le 10 juillet 1969, le Teignmouth Electron est retrouvé à la dérive à 2500 milles nautiques de là, près du milieu de l'Atlantique, et Crowhurst est introuvable. Ses journaux de bord et ses carnets racontent une toute autre histoire sur le voyage de Crowhurst. 8 mois plus tôt, lorsque Crowhurst est parti à la fin du mois d'octobre 1968, il se rend compte de l'ampleur réelle des problèmes du Teignmouth Electron. Le trimaran fuit et manque de stabilité pour affronter une mer agitée et encore moins l'océan austral. Et son gréement non testé ne peut pas résister aux rigueurs d'une circumnavigation en haute mer. Les eaux dangereuses d'océan de l'hémisphère sud s'avèrent même trop difficiles pour lui. Et seulement quelques semaines après le début de son sans voyage, Crowhurst ralentit délibérément sa progression. Il dérive et évite les tempêtes, soucieux de son bien-être. En décembre, Crowhurst admet dans son journal de bord qu'il ne peut pas terminer la course. Dès lors, Crowhurst tient 2 journaux de bord, son véritable journal de navigation et ses réflexions personnelles. L'autre est un journal falsifié contenant des descriptions d'un voyage fictif autour du monde.
Dans son faux journal de bord, il fait correspondre ses rapports avec la météo et les courants océaniques réels. Il calcule des positions et des vitesses plausibles en fonction du temps, des conditions et des rapports de ses concurrents. Il informe les organisateurs de la course avec des positions fabriquées qui laissent penser qu'il progresse bien vers l'océan austral. Crowhurst ajoute même des détails de navigation pour les rendre plus convaincants. C'est du génie fou. Il faudrait énormément de travail pour construire un journal de bord comme celui-ci. En janvier 1969, il rapporte des progrès rapides, affirmant avoir contourné l'Afrique australe, le cap de Bonne-Espérance. Il rapporte du mauvais temps et des vents forts pour refléter les véritables défis rencontrés par ses concurrents. Il s'inspire des problèmes de radio de Robin Knox Johnston et dit que son générateur est tombé en panne et qu'il doit éteindre sa radio au moment où il entre dans l'océan austral. En réalité, il reste dans l'Atlantique Sud, effectuant de petits déplacements au large des côtes du Brésil pour éviter d'être repéré. Les transmissions radio provenant de l'autre bout du monde n'atteindraient probablement pas sa véritable position, ce qui trahirait sa couverture. Et je suis sûr que la pression de devoir continuer à signaler sa position lui pèse sur l'esprit, donc ça doit être un soulagement d'avoir une raison d'arrêter de partager ses progrès. Après avoir passé des mois seul en mer, Crowhurst rédige des entrées de journal sur le temps, la réalité et des êtres cosmiques. Ses écrits montrent des signes de la même lutte que sa mère a eue avec ses démons. Il commence à douter que sa tromperie puisse réussir, mais il continue à fabriquer ses progrès, justifiant ça comme un moyen de survie. À partir de février 1969, il y a un détachement croissant de la réalité. Crowhurst commence à se voir comme étant le seul capable de surmonter les défis moraux et pratiques de sa situation, essayant probablement de se convaincre lui-même que sa ruse fonctionnera. En avril, lorsque Knox Johnston est le premier à terminer la course, Crowhurst s'inquiète de plus en plus que le monde découvre la vérité sur son faux voyage. Ses écrits personnels deviennent plus fragmentés, montrant des signes de dépression et d'angoisse existentielle. Il commence à remettre en question sa propre identité et sa place dans le monde, quelque chose qui a défié Donald depuis son plus jeune âge. Le 29 juin 1969, Crowhurst écrit sa dernière entrée dans le journal de bord. C'est terminé. C'est terminé. C'est la miséricorde. Je vais abandonner la partie. Il n'existe aucun rapport officiel sur ce qui est arrivé à Crowhurst. Étant donné l'état mental dégradé qu'il montrait dans ses journaux, on pense largement qu'il a sauté du Tiny Mouse Electron, mettant fin à ses jours. Dans le contexte d'un tour du monde à la voile, n'arriver qu'au Brésil était un échec. Mais naviguer en solitaire du Royaume-Uni jusqu'au Brésil est déjà un exploit en soi. Si Crowhurst avait jeté l'éponge, il aurait fait face à la ruine financière et à l'humiliation personnelle, quelque chose contre laquelle je pense qu'il luttait peut-être depuis son plus jeune âge. Au moment où Knox Johnston a terminé la course et que le bateau de Tetley a chaviré, Crowhurst s'est rendu compte que ses journaux de bord devraient résister à l'examen de personnes qui en savaient bien plus que lui, surtout si son temps était plus rapide. Dans mon esprit, il aurait pu potentiellement fracasser son bateau sur les rochers au large des côtes du Brésil, envoyant ses journaux de bord dans une tombe aquatique. Cela l'aurait libéré de la ruine financière, et peut-être aussi de l'examen minutieux qui accompagne la victoire. Mais j'ai l'impression qu'il était déjà trop profondément engagé dans le terrier qu'il avait créé dans son propre esprit. Knox Johnston était la seule personne à terminer la course, remportant l'argent du prix et le trophée. Il a fait don de ses 5000 livres de gains à la famille de Crowhurst, les sauvant de la ruine financière. La course Golden Globe existe aujourd'hui sous une forme similaire. Pour honorer son héritage, les marins sont limités à l'équipement qui était disponible en 1968 et aux bateaux conçus à l'âge d'or de la voile.